Bonjour, nous sommes le 21 avril 2025. Le ciel est encore couvert, mais pas de pluie du tout. Donc c'est bien qu'il soit couvert, mais il n'y a qu'un passage nuageux, mais sans tomber de pluie. Et bien sûr, on manque de pluie, hein, je vous le dis tout de suite. On n'a pas suffisamment de... Il est tombé un ou deux jours de pluie, mais très fine pluie. C'est pas assez pour arroser les sols. Alors ici, c'est une courte vidéo qui va voilà, englober beaucoup de domaines. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément propre aux mathématiques, mais ça englobe beaucoup de domaines. Euh, Notamment là où il y a des domaines théoriques. Des domaines théoriques. Voilà, donc là où il y a des domaines où on a une construction logique de vérité concernant un domaine précis. Un domaine précis, par exemple, le domaine de l'électricité, ben, on peut avoir voilà, des lois qui régissent, enfin, des lois avec des règles. Voilà, parce que l'étude théorique, c'est quoi? Ben, c'est l'étude des lois, des constructions, des logiques afférentes à un domaine. On va dire ça comme ça. Donc si vous faites de la théorie en électricité, vous allez avoir des lois électriques. Et de ces lois vont jaillir des règles à respecter sur d'éventuels calculs ou d'éventuelles normes, etc. électriques. Donc vous voyez que les lois vont induire des règles à suivre. Et ces règles à suivre, bon, elles peuvent être basées sur voilà, sur des calculs, sur de la géométrie. Je vous rappelle qu'en électricité, on retrouve aussi voilà, on retrouve du calcul, c'est-à-dire on retrouve des mathématiques en électricité. On retrouve en mathématiques des lois spécifiques telles que la loi des nœuds, la loi des mailles. Mais bon, la loi des nœuds, la loi des mailles n'est pas propice, enfin propre à l'électricité. Bon, la loi des nœuds, ça, les nœuds et mailles sont le fruit de la théorie des réseaux. Les réseaux tout court, qu'on retrouve en informatique, qu'on peut retrouver en électricité. Voilà. Donc les réseaux, cette notion peut voilà, se voir, s'étudier dans beaucoup de domaines. Ouais, on va rechercher une théorie sur les réseaux et on les applique à l'électricité. Ouais. Alors, alors réseau, bon, je parle d'un réseau, on a des nœuds avec des branches, voilà, comme ceci. Les nœuds, ben, c'est les points ici. Voilà. Et puis on définit des branches. Voilà. Ici, voilà, ici j'ai une branche. Voilà, donc ici j'ai la branche B1, branche B2. Je vais mettre des couleurs pour mieux voir les choses. Voilà, ici on a une branche. Donc ici j'ai une branche B1, voilà, une branche B2, une branche B3, une branche B4, une branche B5. Voilà. Alors là on a un nœud 1, un nœud 2, un nœud 3. Donc ici vous voyez qu'il y a combien de mailles? La maille c'est à l'intérieur. On a une maille ici, une deuxième maille ici, on a trois mailles. Voilà. Pour trois nœuds, on a la maille 1, la maille 2 et la maille 3. Bon, ceci c'est la théorie des réseaux. Et bon, les branches sont constituées de résistance et en électricité, les branches sont constituées voilà, de résistance, de condensateurs, de tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, vous voyez que ça, c'est la théorie des réseaux qui est adaptée à l'électricité. Donc, ce qui veut dire que un domaine, dans un domaine, on peut étudier des lois et des règles. Et des règles qui sont propres je veux dire, au domaine, bien sûr. Parce que si vous êtes dans un domaine, vous étudiez ce domaine-là. Par exemple, vous êtes dans l'électricité, vous étudiez l'électricité. Donc, on va voir les lois qui régissent voilà, toutes les théories sur... Voilà, et ça, ce sont les théories, justement. Toutes ces lois, ces règles et ces connaissances de base, les symbolismes. Parce que c'est vrai que, bon, généralement, la logique, pour la comprendre, a besoin d'écriture et de dessin. Déjà, l'écriture, c'est un dessin. Hein. Si j'écris la lettre A, ben, c'est un dessin. J'ai fait un segment, un segment, un segment. Voilà. Donc, l'écriture est un dessin. Donc, l'expression écrite est dessinée. On a l'expression écrite qui est du dessin.
Bon, mais alors, la plupart des domaines, je prends en exemple l'électricité, parce que j'aurais pu prendre un autre exemple. Voilà, mais l'électricité, par exemple, possède ces symbolismes. On dira, ceci, c'est une résistance. Alors, il y a les anciennes et les nouvelles normes. Avant, les anciennes normes, ouais, il fut un temps, les résistances, c'était comme ceci, voilà. Alors, un condensateur, voilà, c'est deux barres comme ceci. Ça, c'est le condensateur C. Et si je mets une bobine, euh, une self, ce qu'on appelle une self, L, qui est indiqué, condensateur, c'est en farad, et la self étant en Henry, et la résistance étant ohm. Vous reconnaissez le nom de personne, hein. C'est toutes des personnes, hein. Farad de Faraday, qui est une personne qui a trouvé voilà, des principes électriques, voilà, des lois. Bon, loi d'Ohm, enfin Ohm qui a trouvé des lois électriques, et aussi Henry. Bon, il y en a, il a travaillé sur beaucoup sur les bobines, hein, voilà. Il y en a, il a travaillé sur le condensateur, et le troisième sur la résistance. Bah, ils n'ont pas travaillé que sur ça, mais enfin, c'est pour vous dire que bah, il y en a qui se concentrent, il a trouvé des choses sur euh, sur les charges électriques. Voilà, c'est des principes physiques. Bien sûr, les principes électriques descendent tout droit des principes physiques, hein. Voilà. Donc vous voyez que on a des symbolismes, des symboles. Dans le cadre du domaine de l'électricité, ce sont des symboles électriques. Et alors, il y en a toute une multitude, hein. Voilà, on peut trouver 200 symboles, voire 300 symboles électriques. Vous pouvez faire voilà, comment on appelle ça, répertorier tous les symboles électriques. Vous allez voir que, bon, on dépasse pas, peut dépasser 200 symboles, hein, 200 symboles électriques. Voilà. Même plus. Je dis ça, bon, je dis un nombre agaille comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de symboles électriques. Et bon, donc l'électricité va travailler sur des lois et donc des règles sur base pour faire passer l'information. Et donc, notamment, comme on a des circuits électriques, ben, on va mettre des symboles pour pouvoir les dessiner. Voilà, ces circuits. Donc, vous voyez, c'est basé sur, en fait, en gros, c'est basé sur de la théorie. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la théorie? Ben, c'est on va dire, toutes les informations contenues, voilà, sur un domaine ou sur, voilà, parce que l'électricité, c'est vaste, hein, c'est comme dans tous les domaines. Si je prends la chimie, c'est hyper vaste. Voilà, les mathématiques, c'est hyper vaste. Voilà, si vous voulez faire des études en chimie, bon, si 20 ans, c'est pas encore assez. Voire 30 ans, ce sera pas encore assez. Ce sera jamais assez d'ailleurs. Voilà, vous faites des études en chimie, ben voilà, c'est tellement vaste. Vous voulez faire des études en électricité, c'est tellement vaste aussi. Donc là, quand je dis une théorie, ce sera plutôt non pas sur un domaine voilà, très vaste, mais plutôt une théorie sur, par exemple, la théorie des moteurs. Voilà, la théorie des moteurs. On va étudier les moteurs. Là, il y a différents types de moteurs. Et vous allez étudier la théorie des moteurs. Il y aura les lois sur les moteurs, les règles à suivre sur les moteurs. Je parle des moteurs, hein, je ne parle même pas d'alternateur. Et je ne parle même pas de dynamo. Parce qu'une dynamo est réversible, hein. Une dynamo, vous pouvez faire tourner en moteur ou en alternateur. Il peut jouer les. Voilà, on peut sortir de l'énergie à partir d'énergie électrique. On peut sortir de l'énergie mécanique. Ça, c'est le moteur. Voilà. Si vous lui mettez de l'énergie électrique, ben, je peux sortir de l'énergie mécanique. Voilà. Et donc ça, c'est le principe du moteur. Ça va dans ce sens-là. Le principe du moteur, c'est de l'énergie électrique. Voilà. Vous obtenez voilà, de l'énergie mécanique. Une rotation en bout d'arbre. C'est une rotation avec. Vous pouvez mettre des poulies, vous pouvez mettre ce que vous voulez de ce côté-ci. Voilà. Ça, c'est le moteur. Le moteur. Il travaille en moteur. Mais il y a des machines. Et si vous travaillez à l'envers, comme ça, c'est le. Si vous travaillez à l'envers, là, ça devient. C'est plus un moteur. Là, ça devient, on va dire, un alternateur. Parce qu'à partir de l'énergie mécanique, vous fournissez de l'énergie électrique. Et il y a des machines alternateurs. Bon, il y a des machines qui sont réversibles. C'est-à-dire qui font les deux. Sous certaines conditions, elles peuvent faire les deux. Donc à ce moment-là, c'est plus un moteur, ni un alternateur en soi. C'est quelque chose qui fait les deux. Et on définit voilà, un nouveau mot, un nouveau vocable pour dire qu'il peut faire les deux. C'est-à-dire c'est une dynamo. On peut la faire tourner en moteur ou en alternateur. Donc une dynamo,
c'est une machine qui peut être tournée en moteur sous certains dynamo. Voilà. Elle peut être tournée en moteur ou en alternateur suivant certaines conditions. Voilà, ceci étant dit, bon, il y a des théories sur les dynamos, des théories sur les alternateurs, des théories sur les moteurs. Maintenant, si vous voulez exclusivement voir les théories sur les moteurs, encore là, on va voir des branches. Voilà, c'est immense. Les moteurs, c'est immense. Parce qu'il y a les petits moteurs, les gros moteurs, les très gros moteurs, voilà, les moteurs de petite puissance, grosse puissance, très très grosse puissance. Voilà, il y a déjà ça. En plus de ça, il y a les machines à courant continu. Voilà, les machines CC, les machines à courant alternatif, machine CA, courant alternatif, courant continu. Donc, ce qui veut dire que déjà, dans les moteurs, voilà, il faudra distinguer le type voilà, type de moteur. Alors ici, non, je dirais pas le type de moteur, je dirais le type, je dirais, voilà, alors il y a des moteurs qui peuvent faire courant continu, courant alternatif, hein, ils peuvent faire les deux, voilà. Mais il y a des moteurs exclusivement CC et des moteurs exclusivement CA. Donc supposons que j'étudie les moteurs à courant alternatif. Un moteur à courant alternatif, donc il faut l'alimenter en courant alternatif. Voilà. On alimente en courant alternatif pour avoir de l'énergie mécanique. Donc c'est-à-dire que là, le symbolisme pour le courant alternatif, c'est ceci. Voilà. Alors on peut avoir des moteurs triphasés. Il y a des moteurs monophasés, alternatifs, voilà, ou monophasés, voilà, une seule phase. Voilà. Et, il y a deux fils, hein. Il y a que deux fils. C'est monophasé, c'est voilà, une seule phase, mais avec deux fils. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez étudier les moteurs triphasés. Mais alors à ce moment-là, il y aura un système de trois sinusoïdes déphasés chacune l'un pour avoir provenant de courants symétriques, hein, déphasés, voilà, de 120 degrés les uns aux autres. Il y a trois sinusoïdes là qui arrivent. Ah. Ça c'est le système triphasé qu'on notera, voilà, comme ceci, avec trois sinusoïdes déphasés de 120 degrés. Je n'ai pas le fait, mais voilà, on dessinera ceci. Et on saura qu'en voyant le symbolisme ici, mais on voit trois sinusoïdes déphasés à 120, c'est du triphasé. Triphasé. Voilà, c'est du triphasé. Alors on peut avoir aussi du triphasé avec neutre. Voilà, triphasé. Et ainsi de suite. Ça c'est du pur triphasé. Trois phases. Il y a des symbolismes. Alors si je mets du triphasé avec neutre, il y a un autre symbolisme. Voilà, il y a différents symbolismes. Donc maintenant, vous voyez que en fonction du courant, on peut étudier. Vous voyez que je commence à réduire les choses. Bon, donc maintenant je vais travailler sur les moteurs monophasés. Hop, j'enlève le triphasé. Et donc ici, j'élimine. Donc il y a des théories sur les moteurs à courant alternatif. Moteur à courant alternatif. Monophasé. Alors si vous étudiez ça, vous voyez, vous allez étudier une branche de l'électricité qui est les moteurs alimentés en courant alternatif. Voilà. Symbolisme, il est donné comme ça. Voilà, deux phases. Enfin, monophasé, c'est ceci le symbolisme pour dire que c'est monophasé. Et à partir de là, il y a les types de moteurs. C'est comme une voiture. Hein. En plus de ça, je dirais même plus. Je dirais même plus parce que c'est comme les véhicules. Vous avez la marque. On peut avoir voilà, un moteur Bosch, un moteur Siemens, etc. Voilà, il y a la marque. Et puis, il y a le modèle. Par exemple, ici, je prends une marque de voiture. Vous allez avoir Renault. Et le modèle, c'est Safran. Modèle Safran. Donc, vous voyez qu'ici, on distingue par... alors après, il y a le type de motorisation pour les voitures à essence ou diesel, peu importe. Voilà, on va dire c'est essence, diesel, électrique, hybride, etc. Et puis il y a là, voilà, les cylindrés. Mais ça c'est pour les voitures, les véhicules. Bon, je suis reparti sur les voitures parce que on a les marques, les modèles et les types. Voilà. Et ben dans les machines électriques c'est la même chose. On aura une marque. Voilà, marque, modèle Bosch, Siemens, ASEC. Avant il y avait ce qu'on appelait les ASEC qui construisaient aussi des moteurs. Voilà. C'est atelier électrique de Charleroi. Électrique de Charleroi, mais le C, je ne me rappelle plus. Atelier de construction, voilà. C'est atelier de construction électrique
de Charleroi, où un monsieur Dulé, bon, avait trouvé un principe aussi sur le moteur. Dulé, je sais pas comment on écrit Dulé. Bah, enfin, bah, bref, Dulé, c'est Dulé, Dulé, je sais plus comment il s'appelait. Dulé, voilà, et il a fait une machine électrique à Charleroi. Hum, Voilà, monsieur Dulé, je sais pas comment on écrit ça, mais enfin bref. Euh, et donc, à Charleroi, il construisait des moteurs électriques, notamment des moteurs pour les bateaux, des moteurs pour les tramways, des moteurs pour les moteurs pour comment on appelle ça, pour les usines, voilà, les mines. Voilà, dans les mines, ils avaient besoin de beaucoup de moteurs pour Les moteurs, ça sert à beaucoup de choses, hein. Un moteur, ça aide. En fait, c'est une mécanisation, c'est une industrialisation. On ne travaille pas à la main ni avec des animaux, mais avec des machines. Voilà, les machines permettent d'extraire, je veux dire, bon, tout ce qui est agrégat, tout ce qui est minier, voilà, et notamment pour venir piquer avec des machines, on pique avec des machines, on pique avec des machines, les agrégats tombent et on les ramasse par voilà, des chariots qui peuvent être poussés à la main, voire par des machines. Voilà. Et donc les machines, si elles sont là, ben, elles vont être tirées par les machines. Les chariots vont être tirés par les machines. Voilà. Et donc les moteurs sont notamment dans les ascenseurs pour descendre les personnes pour travailler à l'intérieur des mines. On a besoin des moteurs pour les ascenseurs. Donc les ascenseurs généralement c'est des moteurs qui sont au-dessus et voilà qui tirent voilà, on va dire la cabine est remontée par un câble grâce à un moteur qui est tout au-dessus. Donc ici, c'est pour vous dire que, voilà, euh, ici, les moteurs peuvent être classés par marque, par modèle, par type, etc., etc. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Ben, je vous ai bien dit qu'il y avait une théorie. Une théorie, bon, propice par exemple à un domaine, mais un sous-domaine et un sous-sous-sous-domaine. Ici, j'ai pris le sous-sous-sous-domaine. Je suis parti de l'électricité, qui était un domaine très vaste, comme je l'ai dit, hein. L'électricité est un domaine très très vaste. Électricité. Mais je suis descendu à un sous-domaine qui était, voilà, les moteurs. Et puis je suis descendu à un sous-sous-domaine qui est moteur monophasé. Monophasé. Voilà, moteur monophasé. Alors un moteur c'est comme ça. Voilà. Alors moteur, vous pouvez mettre, c'est un symbolisme comme ceci, voilà, avec un cercle, ou certains mettent voilà, les bornes ici, des bornes ici, et mettent un M pour moteur. Et à partir de là, on peut mettre moteur monophasé ou triphasé, etc. Enfin bref, donc ça c'est le symbolisme. Mais c'est pour vous dire que les moteurs, je suis parti du moteur, enfin de l'électricité, sous-domaine moteur, sous-domaine moteur. Alors, sous-domaine moteur monophasé. Alors monophasé, je peux l'écrire mono. Les gens en électricité, ils savent bien c'est quoi mono. Moteur monophasé. Et puis après, je peux étudier une marque de moteur, par exemple Siemens, un modèle de moteur électrique, et ainsi de suite. Et voilà, vous voyez que la théorie va être basée sur quelque chose de plus, non pas général, mais particulier. C'est ça que je veux dire. On aura la théorie particulière qui va concerner donc euh, un moteur monophasé d'une certaine marque et d'un certain type de modèle. Voilà, d'un modèle et peut-être d'un type, parce que encore dans les modèles, on peut les distinguer par type. Donc en fait, un type, voilà, dans le modèle, on peut retrouver des types, certains types de modèles. Dans les modèles, on a ce modèle-là, mais il y a différentes distinctions, différenciations par rapport entre modèles. Voilà, on peut encore les différencier par type. Voilà. Donc ce qui veut dire que quand on a des théories, mais si vous faites la théorie sur les moteurs, vous allez voir qu'il y a du calcul. Et donc on peut sortir, voilà, dans les calculs, voilà, des dessins, des calculs, etc. Et donc de la théorie, de la théorie, il y aura probablement, voilà, des théorèmes. Voilà. Et c'est ça que je veux en arriver. Dans tout domaine, on peut. J'ai pris l'exemple de l'électricité, c'est pour vous dire que c'est pas propice aux mathématiques. C'est pas propice aux mathématiques, les théorèmes, hein. Voilà. Ni à la physique. Voilà, c'est propice à de nombreux domaines. On peut trouver même des théorèmes, je veux dire, en économie, voilà, et ainsi de suite. Alors, ici, dès qu'il y a des lois théoriques et un petit peu de calcul, ou voilà, des propositions, hein, c'est surtout que s'il y a des propositions,
des propositions, on aura des théorèmes. Voilà. Alors maintenant, c'est pour ça que je vois cette vidéo aussi, c'est que, bon, les gens s'y perdent. Les gens s'y perdent. En géométrie, on retrouve de nombreux théorèmes. Des théorèmes dont de nombreux théorèmes ont été établis à l'époque, je dirais, gréco-latine, et bien sûr du monde arabe aussi. Enfin, il y a eu plusieurs civilisations hindouistes, chinoises, qui étaient, bon, bien sûr, toutes des civilisations à part entière, notamment les Incas, qui pour leur construction avaient aussi, voilà, maîtrisé aussi la géométrie. Hein. Parce qu'on ne construit pas, je veux dire, des constructions, je veux dire, basées sur des pyramides, etc. Je parle de ça, je parle des Égyptiens, des Incas, toutes les civilisations qui étaient des bâtisseurs, voilà. Les grands bâtisseurs ont besoin pour construire, ils ont besoin de dessiner et de construire. Donc on a le dessin, on a l'idée, ensuite le dessin, ça passe de l'imagination, et puis de l'imagination, je veux dire, on sait ce qu'on veut, on fait les dessins, et puis on fait les constructions. Et c'est comme ça que sont nées les villes, villages, etc. Les, les, l'architecture, je veux dire, communale, etc., sont venues sur base, voilà, d'architectes, d'urbanisme. L'architecte, les architectes qui ont, voilà, modelé l'architecture, l'urbanisme, qui décident ou pas, voilà, de la construction d'une œuvre, si elle respecte les règles urbanistiques ou pas. Voilà. Et donc, toute une ville est née comme ça, sur base de dessins, et donc de sociétés de construction qui vont construire en fonction du dessin, je veux dire, qui a été, je veux dire, dessin qui a été, je veux dire, dessiné par un architecte et dont l'urbanisme a peut-être changé certaines choses ou accepté tout. Donc si l'urbanisme dit, bon, ça on peut pas, ben, il faut modifier le projet. Voilà. Donc une idée, c'est un projet. C'est un projet. Est-ce qu'il y a une faisabilité? Bon, ça dépend voilà, des moyens mis en œuvre pour les construire. Est-ce que c'est faisable au niveau déjà financier? Est-ce que c'est faisable au niveau de la construction? Bon, il y a toute une panoplie de questions, je veux dire, qui peuvent se découler, voilà, à partir de l'idée. Est-ce que l'idée est possible ou pas? Est-ce que l'idée est faisable ou pas? Est-ce que l'idée peut-être peut ramener, je veux dire, voilà, c'est au point la ligne, c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, donc ce qui veut dire que les théorèmes, là, les théorèmes, on va les retrouver où en logique de proposition. Et là, on aura beaucoup de théorèmes, et notamment en géométrie. Hein. En géométrie, nos ancêtres, c'est ce que je disais, nos ancêtres ont fait le gros du travail. Nos anciens, nos ancêtres, nos aïeux ont fait le gros du travail. Ils ont trouvé de nombreux théorèmes. Alors, beaucoup de civilisations, hein, dans beaucoup de civilisations, on retrouve des civilisations égyptiennes, civilisation babylonienne, la civilisation, je sais pas comment on écrit babylonienne, mais enfin bref, Babylone, civilisation, voilà, Inca, civilisation hindoue, civilisation chinoise, civilisation, voilà. Alors civilisation, il y a encore beaucoup plus que ça parce que japonaise, américaine, voilà, civilisation américaine, civilisation, voilà, on va dire, et encore nos anciens ancêtres encore plus lointains encore. Hein. C'est parce que bon, il y a eu l'âge du fer, l'âge du bronze, etc. Ils ont tous trouvé des choses, hein. Mine de rien, mais ils ont trouvé beaucoup de choses. Alors bien sûr, civilisation arabe, civilisation grecque, civilisation gréco-latine, si je veux mettre latine, civilisation, et puis il y a tout un panoplie de civilisations françaises, anglaises,
il y avait l'empire anglais, voilà, l'empire français, etc. Bon, allemande, bien sûr, allemande, voilà, toutes des civilisations, voilà, ont trouvé. Alors bien sûr, il y avait, à côté de ça, bien sûr, il y a les Suisses, voilà, les Russes, civilisation russe, etc. Là aussi, la Russie était un empire aussi. Voilà, on trouvait beaucoup de choses, hein. Donc c'est pour vous dire que les connaissances, ils proviennent, voilà, de différents horizons, différents horizons, de différents horizons. Voilà. Et surtout nos anciens ont trouvé beaucoup de choses. Les anciens, c'est ceux qui, bon, il y a 200 ans d'ici, 300, 400, 500, 600 ans, 700 ans, 800 ans d'ici, 900 ans, voilà, je veux dire même jusqu'à 1000 ans, bah, ils trouvaient des choses. Et notamment, bon, on trouvait beaucoup de philosophes grecs, on va dire gréco-latins, parce qu'il y a aussi de civilisation turque. Civilisation turque, voilà, turc. Quand je dis turc, ça c'est un petit peu relié avec les Grecs, hein, parce que il y avait l'empire d'Orient, l'empire d'Occident. À un moment donné, il y a le mélange des deux. On ne sait pas qui était qui comme territoire, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Les territoires étaient, je veux dire, avant c'était des empires, ça prenait plusieurs états de maintenant. On va dire ça comme ça. Alors, les théorèmes, dans les théorèmes, ben, ça énonce des propositions. Ça énonce des propositions. Alors, quand il y a un individu qui raconte quelque chose, tout est basé sur ça. Bon, avant, ils n'avaient pas beaucoup d'outils mathématiques, mais ils avaient au moins la philosophie. Ils pouvaient discuter sur la philosophie et donc philosopher sur des mathématiques. On va dire ça comme ça. Et c'est la base des mathématiques provient d'abord, avant tout, philosophie, de la philosophie des mathématiques avant de mettre les équations au caisse, parce qu'avant ils n'avaient pas les outils des équations, ils n'avaient que la pensée. À partir de la pensée, voilà, voilà, bien sûr, une personne, la pensée entre personnes, voilà, une personne émettait, il y avait un émetteur d'idées, et il y avait par exemple un récepteur d'idées. Alors, il y en a un qui énonçait, voilà, une proposition. Alors, proposition, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Bon, la proposition, on la prend telle qu'elle, hein. On ne sait pas. Hein, hein, voilà, on émet une proposition. On propose. Alors, voilà, il propose quelque chose. Et maintenant, le tout de savoir qu'est-ce qui régit les lois et les règles en général. Wow, de toute façon, qu'est-ce qui régit les règles et les lois? C'est la vérité. Vous ne faites pas des lois et des règles sur de la fausseté. Les lois et les règles sont régies sur base à un socle, ce qu'on appelle un socle de vérité. Sur un socle de vérité. Et donc, une proposition, on peut la proposer. Voilà, un émetteur de proposition et un récepteur de proposition. On émet une proposition. Le tout, est-ce que, bon, une autre personne va l'accepter? Bon, si elle n'a pas envie de réfléchir, elle va prendre la proposition telle qu'elle. Vous dites, la nuit, tous les chats sont gris. Est-ce vrai, est-ce faux? Il y a des gens, ils vont pas réfléchir, ils vont prendre la proposition, ils vont se dire, oui, oui c'est vrai. Ils vont vous dire, oui, c'est vrai. Il y a des gens, ils vont vous dire, non, c'est pas vrai. Alors, sont-ils, je veux dire, sont-ils des gens nihilistes? Non. Quelqu'un qui réfute, la réfutation n'est pas forcément du nihilisme. On peut réfuter une proposition sans être nihiliste. Voilà. On n'est pas d'accord avec la proposition. On n'est pas, je veux dire, contraint. Bon, le nihiliste, c'est quelqu'un qui réfute tout. Il réfute tout. Quel que soit ce qui arrive, il réfute. Il réfute, voilà. Son principe, c'est de réfuter. Voilà. Mais je ne parle pas d'une nihiliste ici. Je parle d'une personne qui est contrainte à la réflexion. Donc c'est-à-dire que, suivant une proposition qui lui est amenée, je dirais, elle réfléchit. Elle réfléchit. Alors, et c'est là que, bon,
les théories sont basées sur des socles de vérité jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui étaient basées sur des théories vraies, et puis la science a démontré ces théories-là que pendant des siècles, on a cru à ça. Par exemple, pendant des siècles, on a cru que bon, euh, la lumière allait en ligne droite. Bon, ça c'est Newton qui disait, je crois que c'est Newton qui disait ça, je ne me rappelle plus. Voilà, la lumière allait en ligne droite. C'est vrai pour des courtes distances. Mais pour des distances très longues, ben, on a l'effet de la gravitation et la lumière se courbe. Alors, nos anciens, eux, quand ils voyaient une lumière, ils la voyaient en ligne droite. Alors, ils disaient, bon, comme toute lumière, on la voit en ligne droite, donc toute lumière ira en ligne droite. Or, ce qui n'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne voyaient pas à longue distance. Si on regarde à longue distance, c'est l'effet de la gravitation. Donc, ce qui veut dire que pour nos anciens, la lumière n'avait pas d'interaction, enfin, l'attraction n'agissait pas sur la lumière, pour nos anciens. Et je parle de l'époque de Newton. Voilà, il disait que, parce que Newton a trouvé bon, l'attraction universelle, mais il disait que la lumière, bon, il a été un peu plus loin dans ses découvertes. C'est vrai que c'était un grand savant, il n'y a rien à dire là-dessus. Newton, c'était un des plus grands savants. Voilà, bon, des grands savants, il y en a eu beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu que Newton, mais il y a eu des très grands savants à toutes les périodes, voilà, à tous les siècles, à toutes les périodes. On a eu. Mais en tout cas, Newton est quelqu'un assez costaud au niveau de la. Voilà, il a trouvé énormément de choses. Euh, il a laissé beaucoup voilà, de trouvailles. Et donc on pourra dire qu'il est classé parmi les très grands savants, voilà, de cette humanité. Mais il y en a eu beaucoup aussi, hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que lui. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Donc, ben, lui, comme on lui faisait confiance sur tout et n'importe quoi, parce que tout ce qui sortait de sa bouche était une vérité, puisque tout était voilà, démontré, tout était démontré. Donc, mais il a émis quelque chose qui était faux. C'était vrai jusqu'à un certain point. Si à certaines distances, c'est vrai qu'on la voit en ligne droite, mais à d'autres distances, la lumière se courbe. Parce qu'elle est fait de la gravitation. Or, Newton avait dit que, bien qu'il a énoncé beaucoup de choses, qu'il a dit beaucoup de vérités, ça c'était une contre-vérité. C'était pas vrai. Mais ça reste vrai pour certaines distances. On voit la lumière sur une ligne droite, mais c'est comme si vous aviez une courbe qui fait ça. Voilà, sur une distance très 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 longue, je veux dire en années-lumière, voilà, je parlerai en années-lumière, mais si je prends le segment là, qui est une courte distance, c'est un segment. Hein. Voilà, c'est un segment. Donc, si je divise en différentes parties, ben, effectivement, on retrouve des segments. On retrouve des segments. Voilà. Donc, l'attraction universelle, bien sûr, va courber la lumière. C'est Einstein qui l'a dit, ça. Voilà. Bon, Einstein, lui, il était un contradicteur de Newton. Ils n'ont pas vécu les mêmes moments, mais il a pris la théorie de Newton et voilà, il a travaillé en se disant, bon, Newton, là-bas, il raconte quelque chose qui n'est pas vrai. Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a contredit ceci et il a dit que non, bien au contraire, la, la lumière, bon, la gravitation universelle agit sur la lumière pour la courber. On va dire ça comme ça. Alors ici, vous pouvez voir que là, on commence déjà à voir qu'on peut diviser une courbe en éléments très petits, hein, ce qu'on appelle, et là est venu voilà, le travail de division d'une courbe en segments et voire en points. Voilà, c'est ce qui est. Et donc on étudie une courbe non plus en tant que, je veux dire, courbe entité vue en une fois, mais on va dire, en éléments cassés, en éléments subdivisés. Voilà. Et ce qui est vrai pour la subdivision est vrai pour toute la courbe. C'est-à-dire que on va travailler sur des segments qui vont tendre vers des points. Voilà. Et c'est tous ces segments qui tendent vers des points, leur somme fait, je veux dire, fait la courbe complète. Et donc on va travailler sur des éléments infinitésimaux. Voilà. Et là est venue toute la théorie sur voilà, la théorie sur les dérivés. Les dérivés. Voilà. Et donc on peut étudier une courbe suivant voilà, une pente. Une pente en chaque point. On peut l'étudier où on veut. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si vous allez avoir la pente ici,
On peut l'étudier ici, là, là, et on peut savoir la courbure de la pente. La courbure de la pente par dérivée première. Bon, parce que ici, je suis dans un plan. Voilà, bon, voilà. Je suis dans l'espace, ça se passe un petit peu autrement. Il faut voir les théories sur voilà, les courbes dans l'espace. Alors là-bas, on aura des courbes un peu spéciales. On parle voilà, de surface. On parlera plus de courbes, mais de surface. Voilà. Et donc, ceci étant dit, on a des propositions qui sont émises, et bien sûr, qui peut être réfutées, non pas par un nihiliste, mais par une personne qui doute. Tout est basé sur le doute. Le doute. Alors on peut contredire, hein. Mais maintenant le tout, qu'est-ce qui doit se passer, c'est que celui qui émet la proposition, pour qu'elle soit passée, pour qu'elle passe vraie, avant il philosophait. Tout était basé sur la philosophie. Mais bien sûr, pour que ce soit, veut dire accepté, il faut pour que ce soit accepté par ses pairs. Bon, généralement, avant il y avait, je veux dire, l'émetteur d'idées. Voilà, il émet une proposition. Et à côté de ça, bien sûr, maintenant on a les pairs scientifiques. Les pairs scientifiques, voilà, là c'est la communauté scientifique. Quelqu'un qui met une idée, bon, c'est la communauté scientifique à qui il fait face et qui vont accepter ou pas, voilà, le théorème. Enfin, comment on appelle ça, la proposition, je m'excuse, la proposition. La proposition. Maintenant, on est en 2025, les propositions, vous pouvez en faire tant que vous voulez, hein, propositions, surtout tous les domaines, pour autant que ce soit vrai, c'est surtout ça. Alors si c'est vrai, il faut la démontrer. Et c'est ça que je vais en arriver, c'est que toute proposition, pour que la communauté, les pairs scientifiques, acceptent cette proposition, ben, elle doit être basée sur une démonstration. Une démonstration. Alors, peut-être que la démonstration est applicable sur certaines limites. Donc, si elle est applicable sur certaines limites, il faut la limiter. Il faut dire dans quelle mesure, donc à quelle marge cette démonstration, je veux dire, euh, est vraie. Parce que dans d'autres cas, ce ne sera pas vrai. Voilà, donc il y aura peut-être des exceptions. Donc, la proposition doit être démontrée. Il faut une démonstration qui démontre par des outils. Par exemple, si je prends mathématiques, des outils mathématiques, je parle de la géométrie. Maintenant, je retombe dans le cas de la géométrie. Mais la géométrie doit être démontrée, bien sûr, par bien sûr des outils géométriques qui existent déjà à la base et démontrer la proposition qui est ainsi énoncée et qui doit être acceptée par la communauté, on va dire, scientifique euh, pour devenir nouvelle. Si la proposition est acceptée et démontrée, elle deviendra un nouvel outil pour la géométrie. Un nouvel outil. Par exemple, je parle ici de domaine de la géométrie. Alors j'aurais pu parler de l'électricité. Si un physicien trouve voilà, des nouvelles choses en électricité, ben, ces nouvelles choses qu'il aura démontrées au père scientifique deviendra de nouvelles règles électriques, de nouvelles lois électriques, de nouvelles... Voilà, c'est une proposition électrique qui est passée par les pairs et qui est acceptée par tout le monde, par la communauté scientifique et donc par la communauté humaine en général. Parce que qui va utiliser l'électricité, c'est tout le monde. Qui va utiliser la géométrie, ben, les architectes, les géomètres, voilà, celui qui veut faire une lecture de plan, et ainsi de suite. Voilà, les ingénieurs, les personnes qui veulent lire leurs plans cadastraux, les avocats, toute une panoplie de personnes pourront accéder aux plans et les plans sont normalisés avec des règles et donc ils devront un petit peu être au courant, je veux dire, des normalisations. Ici, il y a un passage de tuyauterie de gaz, là, il y a un passage de tuyauterie voilà, téléphonique, voire de 5G, parce qu'ici, maintenant, on a la 5G, et ainsi de suite. Il devra être au courant voilà, de ce qui se passe sous terre au travers d'un plan. Et donc, là, on est amené tous à connaître les règles, de base sur ce qui nous entoure. Par exemple, il y a des règles, c'est pas ce qui manque. Il y a le code de la route, il y a les règles, voilà, euh, les lois d'État. Tout ce qui est loi d'État, bon, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, voilà, on a le code pénal à connaître, enfin, pas à connaître, mais
au moins on doit connaître les bases du code pénal. Bon, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, voilà. Et, et les lois, il y en a pas mal. En électricité, si vous faites une installation, il y a des lois électriques à respecter. Si vous ne faites pas ça, s'il y a un incendie, ben, il n'y a pas de... l'assurance n'interviendra pas parce qu'elle va découvrir qu'il y a des choses au niveau des normes qui n'ont pas été respectées au niveau des électriques et donc il n'y a pas de... l'assurance ne va pas intervenir en cas d'incendie. Voilà. Et la responsabilité est directement colportée sur voilà, celui qui n'a pas respecté les règles voilà, des normes électriques en vigueur. Alors ceci étant dit, donc maintenant le but de la manœuvre, c'est donc en géométrie, vous voyez que la géométrie utilise beaucoup les théorèmes. Alors on peut avoir aussi des théorèmes dans la pensée. Alors quand je pense pensée, je pense logique. Quand je pense logique, je pense raisonnement. Donc dans la logique des propositions, il y a la mathématique. Raisonnement, je ne sais pas comment on écrit ça, enfin bref. Peut-être qu'il faut 2 N ou un N, je ne me rappelle plus. Voilà. Ici, dans la logique de raisonnement, ben, il y a la mathématique propositionnelle. La mathématique des propositions. Et là, on retrouve aussi voilà, des théorèmes qui sont établis. Il n'y a pas qu'en géométrie qu'il y a des théorèmes. Voilà. Alors maintenant, comme je dis, c'est là que je vais en venir, et je terminerai la vidéo là-dessus. C'est quand il y a... Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Je m'excuse. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Alors quand on parle de proposition, ben, je vous ai dit qu'il y a... pas loin, il y a la démonstration. Alors bien sûr, il y a les thèses, les hypothèses dans la démonstration. Alors, bien sûr, les hypothèses, ce sont les données. Hein. C'est ce qu'on a en possession. Dans la démonstration, elle va se... voilà, on a l'hypothèse et la thèse. Alors, en français, par exemple, on peut retrouver la thèse, la synthèse, voilà, la thèse, l'antithèse, la synthèse, etc. Bon, ça c'est en français. C'est quand on fait voilà, des écrits, on peut retrouver la thèse, l'antithèse, la synthèse. Voilà. Mais en mathématiques, on a genre, une démonstration bon, est basée sur des données, et puis il faut ce qui est à démontrer, parce qu'il faut quelque chose à démontrer. Hein. On ne va pas démontrer du rien. Démontrer du rien, ça n'a aucun sens. Hein. Voilà, donc il faut une logique là-dessus, il faut du contenu à démontrer. Hein. Donc voilà. Alors, on a une proposition. Maintenant, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des lemmes, voilà, des corollaires. On peut avoir, voilà, alors on a des propositions et on a des... Et c'est là que je vais voir les définitions voilà, de proposition, lemme, corollaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un lemme? Qu'est-ce que c'est qu'un corollaire? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Et bien c'est ici que je vais voir et je terminerai la vidéo là-dessus. Tout ça c'est pour voir qu'en logique, on va utiliser des... Voilà, en logique, on a des démonstrations en logique, hein, on a des théorèmes en logique, il ne faut pas croire, hein, en logique de proposition, on a des théorèmes qui sont ainsi pris. D'ailleurs, tous nos anciens ont fait beaucoup de travail hein, sur les logiques de proposition. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'exemples que les gens tirent quand ils font quand quelqu'un étudie des cours de logique, ben, la plupart des gens qui donnent cours de logique de proposition, mais ils vont tirer des exemples tout faits de nos anciens. Il n'y a pas besoin d'aller en chercher. Quoi qu'on peut en trouver, c'est pas un problème. Hein. L'environnement est, je veux dire, agrémenté d'innombrables exemples. On peut faire des exemples de logique. Alors, on peut en trouver tant qu'on en veut. Mais c'est vrai que nos anciens ont de très bons exemples voilà, qui ont été concoctés et qu'on peut mettre en cas d'étude. En cas d'étude et qui sont valables pour, je veux dire, d'autres... pour d'autres exemples.
Voilà, donc nos anciens, nos aïeux, voilà, qui sont toutes les civilisations anciennes qui ont trouvé pas mal de choses sur les propositions, les idées, voilà, des penseurs, des philosophes de toute époque, que ce soit l'époque de Lumière ou l'époque bien avant, antique, l'époque antique ou bien avant l'Antiquité. Les penseurs, il y a toujours... je vous rappelle que l'être humain bon, a des facultés de penser, parce qu'il est doué d'une certaine forme d'intelligence. C'est un animal intelligent, on va dire ça. Donc même les animaux ont la faculté de penser, mais pas comme le pense l'être humain. Ouais, il est doué d'une logique. L'être humain est doué d'une logique que bon, euh, les animaux sont intelligents, mais pas à un tel niveau que ceux des êtres humains. C'est-à-dire que l'être humain a des capacités que les animaux n'ont pas. Les animaux ont beaucoup d'intelligence, mais pas celle de l'être humain. Parce que l'être humain permet voilà, de dessiner, de calculer, de faire des choses que bon, voilà, les animaux ne font pas. Les animaux font beaucoup de choses, mais pas ce que l'être humain fait. Voilà. Alors donc je disais que tout ça, ça existe bien longtemps et dans beaucoup de domaines. Donc les propositions, on en retrouve ça dans tous les domaines, électricité, électronique, mécanique, économie, etc. Et donc, les propositions, si on en trouve dans un domaine, on a dans tous les domaines des théorèmes. Des théorèmes qui vont voilà. Donc ici, ce que je veux voir, c'est voilà, proposition, théorème, parce que bon, ici, une démonstration. Vous allez voir que bon, ce qui relie voilà, la proposition est peut-être vraie ou fausse. Hein. On propose. Voilà. Voilà. Elle peut être vraie ou fausse. On propose. Voilà. Ensuite, il y a le théorème ainsi, et puis on peut retrouver des lemmes et des corollaires. Et justement, ici, je vais faire la différence. Il y a encore un mot que je n'arrive pas à trouver, mais je l'ai sur Internet de toute façon. C'est l'assertion. Voilà. Ici, l'assertion. C'est un mot que j'avais oublié. Voilà. Ici, j'étais en train de le chercher, mais je l'ai complètement oublié. L'assertion. Donc voilà. Et c'est là qu'on va voir, dans tous les domaines, on peut retrouver voilà, des propositions. On peut retrouver des assertions. Dans tout domaine, on peut trouver des théorèmes, des lemmes et des corollaires. Voilà. Et la donne est ainsi. Et en logique de proposition, on a ça. Hein. En logique de proposition, on peut retrouver des propositions, des assertions, des théorèmes, des lemmes et des corollaires. En logique de proposition. En géométrie, n'en parlons pas. Bon, la géométrie est basée. Bon, on raconte des choses. On raconte beaucoup de choses. On énonce des théorèmes qui sont déjà établis auparavant. On les démontre. Et après, on les prend comme outils pour travailler la géométrie. Une fois que vous avez beaucoup d'outils en géométrie, ben vous pouvez faire de la géométrie. Parce que je veux dire, on ne fait pas de la géométrie si on ne connaît pas, on fait pas de la, on va dire de la trigonométrie si vous ne connaissez pas vos formules. Ça, c'est une chose. Donc, la première des choses quand on fait de la trigonométrie, c'est d'étudier ces formules par cœur. Alors, il y en a 50, vous étudiez 50 formules. Coûte que coûte, ça par la porte ou par la fenêtre, vous devez connaître les 50 formules. Sinon, c'est pas la peine de faire la trigonométrie. Quelqu'un qui fait de la trigonométrie, il ne connaît pas ses formules. Comment voulez-vous qu'il fasse un exercice de trigonométrie et qu'on lui donne? Parce qu'il n'a pas le sens de savoir laquelle formule on va utiliser puisqu'il ne la connaît pas. Bon, voilà. Donc, ça n'a aucun sens de faire la trigonométrie si on ne connaît pas les formules. Donc, première chose qu'il faut faire en trigonométrie, avant d'entamer des exercices de trigonométrie, c'est de connaître par cœur, s'il y a 50 formules, ben c'est 50 formules à connaître par cœur. Voilà, il y a 50 formules, il faut les étudier par cœur, sinon on ne fait pas de la trigonométrie. Voilà. Alors maintenant, si vous faites de la géométrie, voilà, si vous avez vu 50 théorèmes avec 50 outils de mathématiques, je peux citer toute une panoplie de théorèmes. Il y a le théorème sur la ligne moyenne, sur les quadrilatères, sur les triangles. Il y a plein de théorèmes sur les triangles, plein de théorèmes sur les angles inscrits, angles au centre, sur les enfin, chaque figure que vous prenez, quadrilatère, triangle, cercle, il y a déjà toute une panoplie de... Et le triangle, il y a énormément de théorèmes. Bon, voilà. Maintenant, si vous faites de la géométrie, il y a au moins passer 100 à 200 théorèmes à connaître par cœur. Ah oui, c'est comme ça. Vous faites de la géométrie, ça... Bon, il y a des petits théorèmes, il y a des gros théorèmes. Il y a des petites démonstrations,
Il y a des grosses démonstrations, c'est comme dans tout. Les démonstrations, ils sont de tous les niveaux. Il y a des choses qui sont facilement démontrables en deux trois lignes. Il y a des choses qui sont démontrables en 20 lignes. Des choses qui sont démontrables en 50, en 40, 50 lignes. Ah ouais, c'est comme ça. Toute démonstration n'est pas, je veux dire, en 3 lignes. Hein. Alors, c'est une démonstration en 3 lignes, bon, les gens ils sont contents parce qu'il y a très peu de contenu étudié par cœur. 50 lignes, c'est vrai que les gens ne sont pas contents parce qu'il faut retenir tout ça dans le cerveau. Ah oui, c'est comme ça. Mais la géométrie plane, c'est comme ça. Vous devez connaître tous les théorèmes. Enfin, la plupart des théorèmes, parce que c'est vrai que les théorèmes, il y en a énormément. La plupart des théorèmes principaux, on vous les dicte à connaître. Hein. Voilà, on vous les cite. Euh, on vous les cite. Si vous devez les connaître, on vous les cite. Hein. Voilà, par exemple, si je prends bon, des théorèmes, on est en géométrie, il faudra connaître voilà, les médianes d'un triangle, les médiatrices et hauteurs d'un triangle, les théorèmes de la bisectrice, la circonférence d'Apollonius, le triangle rectangle et la médiane relative à l'hypoténuse, les angles et circonférences, les mesures c'est-à-dire les mesures des différents types d'angles, mesures des différents types, voilà, c'est ça que je voulais dire, la relation au sinus, voilà, la relation du héron, la relation segment circulaire capable, les conditions nécessaires et suffisantes pour 4 points, soit cocyclique, le barycentre, définition, unicité, recherche, voilà, la localisation du barycentre en fonction des masses, voilà, recherche des masses en fonction d'un barycentre donné, voilà, le rapport en harmonique de 4 points, les théorèmes de Thalès, bien sûr, il y en a toute une panoplie, théorème de Menelaeus et réciproque, les théorèmes sur les segments circulaires, théorème de Seva, et voilà, les réciproques, les théorèmes des arcs et réciproques. Voilà. Donc ici, il y a toute une panoplie. Et encore, bon, j'étais gentil ici, je n'ai mis que ça, mais je pourrais continuer. Voilà, les théorèmes, il y en a toute une panoplie. Voilà, toute une panoplie. Les positions relatives de deux circonférences, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ça qui manque en géométrie. Hein. Maintenant, il y a celui qui étudie les bases de la géométrie, de celui qui est dans la géométrie pure. La géométrie pure, bon, il doit connaître plus de théorèmes que celui qui fait les bases de la géométrie. Hein. Voilà. Quelqu'un qui fait des bases, vraiment basiques, de deuxième année secondaire, bon, il a vraiment les basiques de les théorèmes. S'il en a 20, c'est déjà bien. 10, 15, 10 théorèmes à étudier. 10-15 théorèmes, pas plus. Enfin, il ne dépassera pas 10-15 théorèmes. Maintenant, celui qui va monter au-dessus, qui étudie la géométrie, 5e, 6e géométrie, et qu'il a de la géométrie plane en 5e, 6e, bon, il aura une vingtaine de théorèmes, et dont certains sont repris de ce deuxième. Donc on va réétudier ce deuxième pour compléter par d'autres théorèmes. Mais les théorèmes, il y en a énormément. Énormément en géométrie, hein, c'est bon, pas ça qui manque. Maintenant, on va se limiter peut-être à un certain nombre de théorèmes et on va vous dire d'étudier les autres, dire par vous-même, ou si vous êtes intéressé par la géométrie, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, la géométrie, vous voyez que la géométrie possède d'innombrables théorèmes, mais pas que la géométrie. Dans tous les domaines, il y a des théorèmes, notamment la logique des propositions. Vous allez étudier les logiques de propositions, vous allez avoir des théorèmes là-bas, c'est de facto. Vous n'allez pas construire une théorie qui est la vôtre. Parce que si vous construisez une théorie qui est la vôtre, ça doit passer par les pairs scientifiques et doit être accepté par la communauté scientifique. Donc le tout, si vous le faites, c'est possible, tout est possible parce que je veux dire, d'innombrables docteurs, bon, leur but c'est ça, on leur donne une thèse à développer. La thèse, peut-être que personne l'a démontré, personne n'a trouvé le résultat. Mais on va donner ce travail voilà, à un doctorant, voilà, ou un étudiant doctorant, ou un doctorant, peu importe. Je veux dire, on va lui donner une thèse à démontrer, et s'il a trouvé, je veux dire, quelque chose, par une démonstration, je veux dire, intéressante, une démonstration, je veux dire, qui est le fruit voilà, de la compréhension par les pairs scientifiques, parce qu'il ne suffit pas de mettre une thèse, une démonstration, et je veux dire que personne ne comprend. Bon, ça n'a aucune utilité à ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont trouvé des choses, on se demande si c'est pas du bidon. Voilà, parce que je veux dire, il n'y a rien de compréhensible là-dedans par n'importe quel kidam. Voilà. On va dire que oui, c'est peut-être très haut. Mais même ceux qui sont très hauts ne comprennent pas. Donc, à un moment donné, une démonstration, ça doit être aussi voilà, rabaissé à des choses compréhensibles pour que tout le monde puisse contredire ou pas
la thèse puisse l'accepter ou pas. Parce que si on ne comprend rien du tout, et que tout le monde ne comprend rien, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui comprend, c'est celui qui a émis la thèse, et une autre personne qui a accepté, je veux dire, cette thèse-là, ben, je veux dire, on peut se poser des questions aussi. Hein. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Bon, là, l'abstraction, c'est une chose, mais la compréhension par tout le monde, je veux dire, normalement, pour que ça passe, le message y passe, il faut pas que, je veux dire, euh, on parle d'une certaine façon que les gens ne comprennent rien et que tout le monde ne comprenne rien, à part celui qui a fait sa thèse et celui qui l'a accepté. On peut se dire, ouais, moi je suis pas d'accord avec cette thèse-là parce que on va vous dire, ouais, tu connais rien. D'accord, on connaît rien sur la thèse, on connaît rien sur la théorie, mais c'est vrai que si ça passe d'une façon, biscornue, je veux dire, par des, par, on fait des tours de passe-passe de magie pour démontrer une thèse, ça va pas non plus. Hein. Alors, on tourne à droite, puis on tourne à gauche, on revient sur quelque chose, on repart sur quelque chose d'autre. On se demande si on n'essaie pas de noyer le poisson sur la démonstration. Donc des démonstrations hyper compliquées, on peut accepter, mais je veux dire, il faut à un moment donné que ça soit terre à terre aussi, que tout le monde puisse comprendre. Parce que je veux dire, la plupart des démonstrations en géométrie, quelqu'un qui se met sur une chaise, ben, on va la comprendre. Maintenant, il faut avoir certaines notions aussi, hein, des connaissances, mais pas que on tourne sur une théorie, puis une deuxième théorie, puis une troisième théorie, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis une dixième, puis une cinquantième, puis une 51e. On a perdu le filon de la démonstration. Ça veut dire que la démonstration n'est pas, je veux dire, celle qui essaierait pour expliquer les choses. Parce qu'une démonstration, en finalité, ben, on doit expliquer, je veux dire, en détail, mais compréhensible. C'est pas qu'on fait 50 théorèmes, on fait le tour de 50 théorèmes pour arriver, pour finir à quelque chose que plus personne ne comprend parce qu'il y a 50 théorèmes qui les lient. Voilà, je veux dire, on se demande si on n'a pas tourné en rond dans le système. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc il faut que ce soit compréhensible aussi. Hein. Il faut que ce soit compréhensible. Je ne veux pas dire par n'importe quel kidam, parce que c'est vrai que si c'est des choses compliquées, ben, ça doit être compréhensible au moins par des doctorants qui comprennent. Mais un doctorant, si vous avez 50 doctorants qui ne comprennent pas une thèse, peut-être que c'est trop évolué pour eux, mais il faut se poser aussi la question si on n'est pas passé par tout un ensemble de mishmash, comme on dit, voilà, un ensemble de choses qui font qu'on noie le poisson. Là. On ne démontre pas quelque chose parce que la personne n'a pas su démontrer voilà, de manière simpliste, de manière, je veux dire, catégorique, sa façon de voir les choses. Donc il va tourner autour du pot. Et les gens ne comprennent pas. Il y en a un qui a attribué, je veux dire, la démonstration qui était viable ou valable par je ne sais pas qui. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, dernière chose, maintenant je vais voir proposition, assertion, théorème, lemme, corollaire. Alors qu'est-ce que c'est que... voilà, une assertion, voilà, proposition que l'on avance et que l'on soutient comme vrai. Alors là, l'assertion, on soutient comme vrai. Alors, on peut soutenir le contraire, hein. On la soutient comme vrai. Voilà. Alors, on peut la soutenir comme fausse. Ah ouais. On peut partir de la fausseté et soutenir une fausseté. Hein. Voilà. Par exemple, on peut soutenir une fausseté et démontrer par le contraire. Dire que cette fausseté est fausse. Et donc, c'est une démonstration par l'absurde. On part d'une assertion fausse. Voilà, on dit c'est faux. On dit que ceci est faux. Et on démontre... Non, on part d'une assertion vraie, mais on part de quelque chose de faux. Voilà, on part de quelque chose de faux pour démontrer que le faux est faux. Et si le faux est faux, ben c'est nier le faux, et nier le faux, c'est du vrai. Donc on peut travailler comme ça. C'est ce qu'on appelle les démonstrations par l'absurde. On prend quelque chose qui est vrai, une assertion qui est vraie, bah, on la prend comme fausse. On se dit, bon, cette assertion est fausse, mais le tout c'est de démontrer que cette fausseté est fausse. Donc, voilà, au bout du compte, on va retomber sur la vérité, parce que on est dans le monde de la vérité, on essaie de, tout ce qui, ici, de l'humanité ici, on essaie de savoir ce qui est vrai. Donc, si on sait ce qui est vrai, on sait distinguer ce qui est faux. Voilà. Parce qu'on a un état binaire. L'état binaire, bon, c'est un état booléen. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas vrai-faux. Ce qui est vrai-faux, c'est un dilemme. Ce qui est vrai-faux, c'est un dilemme. Bon, vrai, faux en même temps, on ne sait pas quoi.
Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ben, c'est vrai et faux en même temps, donc ça n'existe pas, ça. C'est un dilemme. Un, di- un dilemme, c'est ça, c'est vrai et faux. Mais maintenant, il faut savoir ce qui est vrai. Alors, si on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux. Alors, si on sait ce qui est faux, on sait ce qui est vrai, puisque il y a un antagonisme. Antagonisme. Voilà. Ben, maintenant, on va, en général, on va démontrer ce qui est une assertion vraie. On se dit c'est vrai, voilà, c'est vrai. Donc, pour le démontrer, ben, il faut démontrer que c'est vrai. Il faut démontrer que c'est vrai. Voilà. Mais on peut partir sur une fausseté, dire que c'est faux. Pour démontrer que c'est vrai, on va partir sur une fausseté, démontrer que c'est faux, que la fausseté est faux. Donc, si la fausseté est fausse, c'est que c'est vrai. Et généralement, on se cantonne à regarder la réalité, la vérité, la véracité. Voilà, la véracité. Sachant la véracité, on sait bien ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux. Voilà. Contrairement à une proposition, c'est pas la même chose. Une proposition propose. Elle peut être vraie ou fausse. Ça, c'est discutable. Hein. On discute. Alors maintenant, tout dépend des pairs, ce qu'ils vont vous dire. Voilà, on propose. Il y en a qui proposent quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? On n'en sait pas. On ne sait pas plus. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Là, toute la question, là c'est les pairs qui vont regarder, mais il faut une démonstration derrière. Pour pouvoir voir si c'est vrai ou c'est faux, il faut démontrer. Alors ici, c'était entre deux penseurs. Voilà. Il y en a un qui met une proposition, et l'autre, il est peut-être. Voilà, il a des doutes. Il se dit, bon, ce qu'il raconte, bon, j'ai des doutes. Il faut démontrer. Alors, démontre-moi tes affaires. Moi, pour autant que le récepteur d'idées comprenne ce que l'autre raconte. Parce que s'il parle, je veux dire, un langage qui est incompréhensible, ben, euh, pourquoi faut-il accepter le langage? Peut-être que la personne d'en face je veux dire, des connaissances beaucoup plus très grandes par rapport à celle que celui qui est en face. Donc le contradicteur est mis à mal pour essayer de contredire, je veux dire, la proposition, voilà, de l'émetteur d'idées. Parce que je veux dire, bon, il est pas, ils sont pas au même niveau. D'accord. Mais maintenant, si on va chercher des personnes de même niveau, vous allez me dire, il y aura une différence de niveau, peut-être. Que la personne qui fait la démonstration, bon, est beaucoup plus, voilà, a beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de structure logique euh, euh, dans, voilà, dans ses connaissances que la personne d'en face, même si la personne d'en face a un niveau très élevé. Voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui aura la barre beaucoup plus haute que l'un. Oui, mais maintenant, c'est pas parce qu'il a la barre beaucoup plus haute qu'il doit démontrer d'une façon incompréhensible que personne ne comprend. Que personne ne comprend. S'il n'y a personne qui comprend, on se demande s'il n'a pas noyé le poisson. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Voilà, pour passer on passe d'un côté, puis on repasse de l'autre 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 côté, puis on a l'impression qu'il est en train de chercher quelque chose qu'il ne trouve pas, et qu'au bout du compte, alors, en fin du compte, il est revenu, voilà, au début, et comme il a fait un lien avec voilà, c'est toute cette panoplie, je veux dire, de choses que les gens finissent par perdre, les idées, c'est normal, parce que vous allez là, puis vous allez à droite, puis vous allez à gauche, et, vous menez un petit peu en bateau tout le monde, hein, je veux dire, où est-ce qu'on va? On va à droite. Non, vous avez dû tourner à gauche. Non, on va à droite. Ben, après, on va à droite, puis on retourne à droite. Puis on retourne à gauche, puis on retourne à droite. Mais les gars, où est-ce qu'on est ici? Je sais pas ce qu'on est. Voilà, je sais pas ce qu'on est. Bon, revenez en arrière. Non, non, on continue. Ouais, voilà, on retourne à droite, on retourne à gauche, on retourne à droite. Et après, bon, alors, hop, on est arrivé. Ouais, mais ça, c'est un tour de passe. Ça s'appelle un tour de passe-passe. Hein. C'est pas une démonstration, c'est un tour de passe-passe. C'est vrai que tout ce qui est réuni, tout ça, c'est peut-être des vérités. À un moment donné, on perd même le filon de la vérité, parce que, je veux dire, après 10 caps voilà, de théorèmes qui a été consommés, on se demande si vraiment les théorèmes, j'ai pas quelque chose qui vient les contrecarrer dans ces 10 étapes. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc, c'est bien de faire des démonstrations hyper compliquées que personne ne comprend et qui sont régies en termes de théorème. Mais si personne ne voit la chose, soit la personne est trop évoluée, ce qui m'étonnerait. C'est vrai qu'on peut avoir une personne très évoluée, mais elle a fait un tour de passe-passe, un tour de magie pour trouver sa démonstration. Parce qu'il y a le but d'une démonstration, c'est que ce soit compréhensible par tous, enfin par tous, par ceux qui étudient la chose, compréhensible par ceux qui étudient la chose, mais pas par passer par 50 théorèmes. Parce que dans les 50 théorèmes, peut-être qu'il y a des limites à ces théorèmes. Voilà. C'est comme Newton avait dit, bon, la lumière elle en ligne droite. Mais c'est vrai, mais sur un segment. Sur un segment. Voilà, sur un segment, mais pas sur
voilà, une distance très très éloignée. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, donc ici, je vais voir définition. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est ce que l'on avance, que l'on soutient comme vrai. Ça, c'est une assertion. On le soutient comme vrai. On attend. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Là, c'est autre chose. Voilà, on propose. Hein. Action de proposer, d'offrir, de suggérer à quelqu'un quelque chose à quelqu'un. Ce qui est proposé. Voilà. En logique, c'est une assertion considérée dans son contenu. Une proposition peut être vraie ou fausse. Alors le lemme, qu'est-ce que c'est? Le lemme, ici, le lemme, proposition intermédiaire ou accessoire d'un raisonnement. Donc ça veut dire le lemme, bon, ça peut intervenir là, c'est toujours intéressant, il est là comme outil, il est là le lemme. Il vient comme ça dans votre démonstration, hop, on a besoin d'un lemme, hop, on le prend. Voilà, c'est quelque chose qui est très court, hein, qui est très court. Après avoir démontré des choses, après on peut faire intervenir des lemmes à ça. Alors maintenant, dans une démonstration, on peut voilà, faire intervenir des lemmes. Voilà. Suivant le lemme de, voilà, après on prend cet outil et on continue la démonstration. Donc c'est quelque chose qu'on peut aller rechercher aussi comme outil. Le lemme est aussi un outil. Mais on va dire c'est un outil vite fait, bien fait. Voilà, on le prend, on n'a pas à essayer de tergiverser sur la chose, on la prend et ça nous aide. Le lemme est très intéressant. Suivant le lemme de monsieur Intel, voilà, on le prend, boum, ça nous aide dans la démonstration. Maintenant, il reste le corollaire. Voilà, le corollaire, c'est une proposition qui décrit immédiatement une autre. Voilà, donc ça veut dire que là, le corollaire, quand vous avez fait votre démonstration, elle est terminée, ben, on remarque que certaines choses vont s'adapter à votre démonstration. Ils vont s'adapter. Par rapport à ce que vous avez fait comme démonstration, bon, on peut soutirer, voilà, encore des petites connaissances par rapport à ce que vous avez fait, là, par rapport à la démonstration. Voilà. Et alors, en corollaire vient s'ajouter, c'est un ajout, en fait. On va épingler des choses qui proviennent de votre démonstration, qui sont, on va dire, simplistes. Par rapport à la démonstration, hein, une fois que votre démonstration est faite, ben, on sait bien que la démonstration, le gros, a été fait. Voilà, donc toute la compréhension est dans la démonstration. Pour pouvoir démontrer que votre proposition est vraie, vous avez fait votre démonstration à partir d'un théorème. Voilà, on a régi en théorème, voilà le théorème qui est là, ici. Voilà. En mathématiques et en logique, c'est pas qu'en mathématiques, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'ici, la démonstration ici n'est pas propice aux mathématiques, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que j'étais parti du fait que on peut trouver des théorèmes dans beaucoup de nombreux cours. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en trouve énormément en mathématiques, notamment en géométrie, voilà, dans toutes les domaines des mathématiques, que ce soit la géométrie plane, la géométrie analytique plane, la géométrie, l'algèbre, voilà, l'algèbre des structures. euh, Partout, si vous faites des mathématiques, il y a de l'étude. Il y a de l'étude. Vous allez étudier les théorèmes. Vous faites des mathématiques, on vous donne, je dirais, un bagage. Ce bagage, vous devez le connaître, bien sûr, parce que, encore une fois, on ne fait pas des mathématiques sans ne pas connaître son bagage. Hein. Si vous allez au cours, bon, le prof, il parle de quelque chose, monsieur, j'ai pas compris, mais c'est normal, vous n'avez pas compris, parce que vous n'avez pas étudié, je veux dire, ce qu'il y avait avant. Il faut revoir les connaissances, il faut les étudier. Ouais, ce qui est régi en théorème, il faut les connaître. Il faut au moins avoir, si maintenant le type ne les connaît pas par cœur, au moins il les met sur un papier. Sur un papier. Donc il les rédige sur un papier, il a un espèce, je ne veux pas dire de formulaire, parce que les formulaires, c'est pour les formules, mais une synthèse des théorèmes. S'il a à côté de lui la synthèse des théorèmes, bon, si le prof énonce un théorème pour démontrer autre chose, ben, il a la synthèse de théorème, il va regarder le théorème un tel, voir le corollaire un tel. Parce que bon, on peut avoir une feuille de théorème, mais on peut énoncer les corollaires. Et s'il y a des lemmes, voilà, des petites phrases qui peuvent aider, je veux dire, qui sont, je veux dire, des vite faits bien faits, voilà, des vite faits bien faits, voilà, des lemmes, voilà, ben, vous les écrivez, corollaire et lemme, théorème, corollaire et lemme doivent être, je veux dire, sur une feuille de papier si vous ne les connaissez pas. Et au moins, vous avez, voilà, vous avez une sauvegarde, non pas dans votre cerveau, non pas dans une mémoire
je veux dire, d'ordinateur, parce que bon, la mémoire d'ordinateur, on peut mettre tout ce qu'on veut, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, parce que toutes les mémoires sont limitées. Voilà. Alors ici, ben, vous avez votre feuille. À côté, voilà. À défaut de l'avoir dans votre cerveau, vous avez sur une feuille de papier. Et vous savez voir le théorème qui est utilisé par le professeur voilà, qui explique. Donc, si maintenant vous avez une question voilà, relative à quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est peut-être que je veux dire, vous ne connaissez pas votre théorème. Maintenant, si vous l'avez sur une feuille de papier, vous allez voir sur la feuille de papier votre théorème. Et vous avez, voilà, on peut avoir un petit syllabus avec tous les théorèmes. Hein. Alors, à ce moment-là, c'est au professeur de dire si lui, le professeur, a fait un syllabus sur les différents théorèmes, bon, c'est d'aller dire, bon, ceci est relatif au théorème 1.3.4. Alors, la personne, elle va 1.3.4, hop, ouais, c'est le théorème Intel, et qui dit ça, voilà. Et puis, ouais, ceci est relatif au théorème 1.5.10. Ouais, la personne, enfin, ou 2.5.10. Elle va voir le syllabus 2.5.10, dit ça. Voilà. Bon, s'il y a trop de théorèmes, ça se passe comme ça. Hein. Voilà, il faut un petit syllabus avec tous les théorèmes qui sont repris. Voilà. Et on sait, je veux dire, où on va. Il a utilisé ça, ça. Et puis en finalité, on comprend, je veux dire, tous les liens ramènent à une proposition, à la fin de la démonstration, et donc qui ramène à ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Je vous remercie.